cette période. Aviez-vous ressenti comme un changement dans leur attitude? Mes parents, mon père travaillait, il était commis d'agent de change à la bourse, c'est-à-dire qu'il travaillait pour les gens qui achetaient ou qui vendaient des actions, des obligations. Et puis maman était couturière à domicile, elle était giftière à domicile, travaillait pour des tailleurs. Et une bonne partie de son temps, c'était de faire la queue devant les magasins pour essayer d'obtenir un litre de lait ou pour obtenir un morceau de viande ou un morceau de pain, etc. Puisque pratiquement tous les jours, tout le monde faisait la queue. Il y avait très peu d'aliments disponibles et il fallait présenter sa carte d'alimentation selon la catégorie à laquelle on appartenait, adulte, enfant, adolescent. Les rations étaient différentes, les couleurs des tickets étaient différentes. Voilà. C'était leur occupation principale et d'essayer de survivre, surtout, c'est ça. Comment viviez-vous cette période familiale? Eh bien, j'étais à l'école, donc avec les camarades, on commentait pas mal de ce que l'on voyait. Mes parents avaient une maison à La Frette qui domine la Seine, au-dessus de la Seine, et en face il y avait le champ d'entraînement des maisons Lafitte, des champs de course de chevaux, et il y avait des batteries d'artillerie anti-aérienne. Et quand on allait les fins de semaine passer 2 jours où il y avait un jardin de 700 mètres carrés à peu près, ce qui nous donnait quelques légumes, quand on allait passer le week-end, s'il y avait une alerte, eh bien, on entendait les canons qui de l'autre côté de la Seine tiraient sur les avions. Et de temps en temps, on recevait des éclats de rue, ce qui fait que je rapportais ça à mes camarades, tout fiers d'avoir des éléments qui se rapportaient à la guerre. On discutait sur ces éléments. Une fois aussi, j'ai découvert dans le jardin beaucoup de petites bandelettes d'une matière blanche, que je ne connaissais pas, c'était des matières plastiques ou d'aluminium, et c'était déversé par les avions pour tromper les radars. Ça créait des ondes et les moyens de détection alertaient les artilleurs, et les artilleurs tiraient sur des nuages en fait, ce n'était pas sur les avions. Voilà. Et le dernier souvenir, puisqu'on parle toujours de la guerre, ma grand-mère, une tante et un cousin habitaient à Maison Lafitte, donc de l'autre côté de la Seine, et en 1944, au moment s'approchait du débarquement, où tous les ponts sur la Seine étaient bombardés systématiquement pour isoler la Normandie, où il allait y avoir un débarquement. Nous sommes allés, c'était à la Pentecôte, il y avait quelques jours de congé, il y a eu un bombardement, et les bombes sont tombées sur Maison Lafitte, et on a dit qu'on va aller voir grand-mère et ma tante. Donc on est parti à pied, il n'y avait pas de moyen de transport direct, on a traversé la Seine sur le pont du chemin de fer et pont routier, donc par le pont routier. Dès qu'on est arrivé au pavillon de ma grand-mère, elle disait « Vous êtes fous, vous allez être isolés, si jamais ils reviennent à bombarder, vous risquez d'être isolés. » Repartez. Alors dès qu'on est reparti, il y avait 5-6 km à faire. À peine à traverser le pont routier, l'alerte a sonné, et on a vu les avions qui arrivaient, l'artillerie commençait à tirer. On s'est dépêché de quitter cette zone dangereuse, et en fait ils sont allés bombarder un pont plus loin, le pont du Pec, qui était sur la ligne de chemin de fer vers Saint-Germain. À peine rentré dans notre pavillon, nouvelle alerte, et c'était là le bombardement du pont de Maison Lafitte qui a été en partie détruit. Donc on aura pu se retrouver sous le bombardement, comme beaucoup de gens se sont trouvés ainsi sans trop le savoir ni l'avoir préparé. Voilà quelques souvenirs encore de cette période. Pendant cette période, sous occupation, avez-vous suivi un cursus scolaire normal? Oui, puisque j'étais en maternelle, donc j'étais tout jeune, hein, donc la maternelle, c'est la maternelle, donc on apprenait à lire et à écrire. Alors le fait d'être occupé, ça n'a pas changé, et on a continué à le faire en français, bien sûr. Ressentiez-vous dans votre entourage un mal-être à vivre une vie normale? Oui, un petit peu, parce qu'il y avait les alertes d'une part, et il y avait également les gens qui écoutaient Radio Londres, donc qui transmettaient les messages. Ici
dit long. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et c'est ainsi qu'un message est arrivé en disant qu'on allait bombarder, nous, à Clichy, parce qu'il y avait des ponts à côté, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y avait un kilomètre à peu près pour rejoindre la Seine. Et du coup, pendant un mois, on est allé dans ce petit pavillon à La Frette. Tous les soirs, après l'école, on prenait le train, et puis on revenait le lendemain matin, et nous étions un certain nombre de gens de Clichy, où nous nous retrouvions dans le train, parce que on était de Clichy, on allait à peu près dans la même direction, on discutait, on échangeait, enfin, nos parents discutaient et échangeaient des nouvelles, voilà. Et c'est comme ça que on a appris le débarquement par une dame. Mon frère devait se faire opérer le 6 juin 1944, et donc il était hospitalisé dans une clinique, et une voisine est descendue, a tapé à la porte en disant à ma mère, « Madame Presson, votre fils ne va pas être opéré ». Alors ma mère a dit « Pourquoi ?» Et parce que c'est le débarquement. Elle avait appris ça par l'écoute de Radio Londres. Maintenant, d'autres ont peut-être appris autre chose, hein, mais c'était une des réactions des gens qui étaient tout à fait en dehors des événements, mais qui suivaient quand même ces événements de près.